Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester la munition utilisée par le GIGN dans leurs diverses missions de contre-terrorisme, libération d'otages, etc. dans leur CZ Bren 2 chambré en 7,62-39. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le GIGN a adopté le 7,62-39 qui, je le rappelle pour ceux qui sont assis au fond de la classe, est le calibre emblématique de la plateforme AK-47, adopté pour plusieurs raisons. Donc ça fait un petit moment qu'ils voulaient passer au calibre 30, déjà pour des raisons d'efficacité lésionnelle, surtout à partir d'un canon court. Je rappelle que leur Bren a un canon de 9 pouces. Mais les calibres comme le 7,62 autant sont un petit peu gros pour une plateforme CQB. Donc ils cherchaient une plateforme polyvalente à encombrement réduit, notamment en remplacement des MP5 dont le calibre, le 9 mm, ne faisait plus le poids, notamment en contre-terrorisme, face à des gens un minimum équipés. Alors pourquoi le 7,62-39 plutôt que le 300 Blackout? Déjà je pense qu'ils étaient un petit peu hésitants à passer au 300 alors qu'il n'est pas connu de véritable adoption au sein d'unités spéciales à l'époque. Ensuite, le 7,62-39 est un calibre éprouvé. Ils n'avaient pas trouvé de plateforme en 300 qui leur convenait à l'époque et les munitions d'entraînement coûtent 3 fois rien en 7,62-39 alors qu'elles sont hors de prix en 300 Blackout. Donc cette brève introduction étant faite, je vous retrouve dans le désert pour vous montrer de quoi il s'agit, faire quelques tests et notez que pour une fois la mid target ne sera pas le clou du spectacle. A tout de suite. Alors avant toute chose, pour ceux qui seraient tentés de me dire que je donne des infos sur le matos utilisé par le GIGN, c'est pas un grand secret d'état, hein. On trouve les munitions qu'ils utilisent en 3 clics sur internet et c'est des munitions qui n'ont rien d'extraordinaire en termes de construction, de technologie, de matériaux utilisés, de poids, de vitesse, etc. On va juste s'intéresser aux petits détails qui font que le GIGN les a choisis. Mais en gros ça va pas changer grand chose pour les mecs en face de savoir qu'ils risquent de se prendre une Super X, une Gold Dot ou une Varmageddon. Dans tous les cas ils passent une mauvaise journée. Alors cette munition en l'occurrence c'est la dernière des 3 que je viens de tirer, c'est des projectiles Nosler Varmageddon de 123 grains en calibre 310, donc pour du 7,62-39. Moi pour des raisons logistiques je les tire dans du 300 Blackout, donc je les ai recalibrés en calibre 308, il y a 0,05 mm de différence, donc autant dire aucune différence. Et j'arrive à les sortir à des vitesses très proches de la Bren en canon de 9 pouces dans mon AR en canon de 8 pouces et demi en optimisant bien les munitions. Alors ce que ces projectiles ont de particulier, c'est déjà une chemise très fine au niveau de l'ogive du projectile. Je rappelle que désigner un projectile par le mot ogive, c'est un abus de langage. L'ogive, c'est simplement cette partie-là. Donc une chemise fine qui fait que le projectile va avoir tendance à s'expanser à une grande plage de vitesse. On a une pointe balistique qui va permettre d'augmenter le coefficient balistique de la balle, de la rendre plus aérodynamique et d'accélérer l'expansion puisqu'à l'impact, la pointe va venir s'enfoncer dans le creux de la balle. Donc on a vraiment un projectile qui est conçu pour s'expanser rapidement et violemment, puisque ce que cherchait le GIGN, c'est un projectile qui travaille dès les premiers centimètres, qui pénètre de manière adéquate, mais qui ne surpénètre pas pour limiter les dommages collatéraux, puisque je rappelle qu'ils sont souvent confrontés à des situations de libération d'otages, des tirs en milieu résidentiel, etc. Donc je rappelle que la pénétration est cruciale en termes de balistique terminale, ne serait-ce qu'au niveau de l'hémorragie, qui, outre un coup direct au système nerveux central, est l'élément le plus important du mécanisme de la blessure, afin de mettre le malfaisant hors d'état de nuire rapidement. Donc idéalement, on veut une pénétration totale de l'agresseur, mais c'est encore sujet à débat, mais pas pour aujourd'hui. On veut aussi que la létalité du projectile soit largement réduite lorsqu'elle en sort. Niveau précision, c'est des projectiles qui ont bonne réputation. Je ne me suis pas amusé à développer une charge ultra précise comme pour du tir longue distance par exemple. Je me suis contenté d'une charge qui marche bien. Pour du home defense, des trucs comme ça suffit largement. Voilà, la demi-tête à 30 mètres à bras francs, ça suffit bien. Bon, comme d'habitude, test rapide de chronographe pour voir un peu ce que ça donne en termes d'énergie. Bon, des projectiles de 123 grains qui sortent à environ 640 mètres secondes dans une plateforme aussi compacte, c'est vraiment pas mal, ça donne environ 1600 joules. J'ai oublié de préciser que les chemises fines devraient donner pas mal de fragmentation aussi, donc on va aller voir ce que ça donne comme d'habitude dans des bidons d'eau. Bon, ce qu'on constate déjà, c'est que c'est très explosif. Première bouteille est complètement éclatée, voilà le trou de sortie. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a déjà commencé à fragmenter dans la première. Donc on a un gros transfert d'énergie, si bien qu'on arrive dans la deuxième, on n'a plus beaucoup d'énergie déjà, on a assez peu de dégâts. Et ça, c'est les fragments que j'ai retrouvés dans la deuxième bouteille. Donc on a beaucoup de fragmentation, pas énormément de pénétration, puisque la troisième est intacte. On va continuer. Bon, puisqu'il était question de dommages collatéraux en intro, on va faire plusieurs tests à travers des matériaux de construction, donc des matériaux durs, des parpaings, du placo, etc. dans différentes configurations. On va voir un petit peu ce que ça donne.
On va faire un test rapide de dommages collatéraux, donc notre cible est ici. On va voir ce qui se passe quand on la traverse. On traverse une cloison intérieure, donc 2 plaques de BA13 et de l'isolant, et qu'on va taper une victime innocente derrière. Bon, sans surprise, la première bouteille est complètement éclatée. On arrive complètement fragmenté dans le mur, donc le trou principal il est là, il y a des fragments un petit peu partout plantés dedans. Et la deuxième bouteille, il y a quand même assez peu de dégâts dedans. Elle passe pas une bonne journée, mais les chances de survie sont quand même largement augmentées. Bon, on fait le même test cette fois-ci avec 2 cloisons entre les deux. Là, je suis assez étonné, je pensais qu'on avait dévié et pas tapé la bouteille. Elle a bel et bien été tapée. Il y a l'impact ici, mais on n'a rien traversé. Et pour ceux qui se poseraient la question de ce qui se passerait sans la bouteille devant, donc évidemment les résultats sont ceux qu'on pouvait attendre. On peut toujours limiter les risques, mais ça reste une arme à feu, on ne peut pas l'éliminer. Bon, sans surprise, il faut quand même pas mal de coups pour traverser un parpaing, et la bonne surprise par contre c'est qu'à travers les parois en placo, la fragmentation permet de quand même pas mal limiter les dégâts. Donc on va passer au test dans le gel balistique, on va faire différents tests dans du gel sol, du gel avec une caisse de munitions devant, donc 2 petites parois en métal assez fines qui peuvent simuler une portière de voiture, et différents tests avec des vêtements. Alors on voit que la balle commence à s'expanser dès 4 cm de pénétration, ensuite on a une cavité permanente qui fait environ 15 cm de long sur 4-5 cm de large, on a un petit peu de fragmentation avec des cavités secondaires, et 35 cm de pénétration en tout avec une expansion parfaite du projectile. Voilà un projectile neuf à côté de celui que j'ai retrouvé dans le gel, donc il pèse plus que 85 grains, il a perdu environ un tiers de sa masse via la fragmentation, donc expansion, fragmentation, ça le permet de ralentir, il a moins d'inertie en étant plus léger, il pénètre moins, et on a en plus une meilleure efficacité lésionnelle. Trou d'entrée, trou de sortie dans la boîte. Ensuite on a l'expansion qui commence directement. On a une cavité permanente un petit peu moins impressionnante que la première, mais assez similaire. Plus de fragmentation, moins de pénétration, mais on est quand même au standard FBI, on est à 30 cm, donc encore une fois ça marche bien. Bon, les tests dans le gel sont vraiment concluants, que ce soit dans le gel nu ou derrière la caisse de munitions, on remplit vraiment tous les critères, on a une expansion rapide, on a de la fragmentation, on a une pénétration adéquate mais pas de surpénétration, on a une cavité permanente vraiment correcte. Bon, on est le lendemain des tests que vous venez de voir, j'étais pas satisfait des tests que j'ai fait à travers les couches de t-shirt. Le t-shirt a bloqué ou retardé l'expansion des points de creuse, du coup on a surpénétré, mais comme j'avais un seul bloc, je sais pas dans quelle mesure on a surpénétré, je sais pas exactement ce qui est arrivé au projectile, donc je suis rentré en chercher un deuxième. Je pars dans les montagnes à 5 minutes de chez moi pour refaire le test rapidement avec un deuxième bloc. Comme ça, au lieu d'émettre des suppositions sur ce qui a pu se passer, on va pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. On est pile poil à l'endroit où je m'étais fait poursuivre par 2 malandrins que j'avais mis en fuite en leur pointant la Keltec sur le museau. En plus, elle était chargée en 9 mm pistolerie, bon ça ils ne le savaient pas. Et heureusement pour eux, ils ne l'ont jamais découvert. Et j'en profite pour faire de la pub pour cette excellente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. J'en profite pour rappeler que les vêtements sont connus pour retarder, voire empêcher l'expansion des balles à pointe creuse. Ces balles sont des Varmageddon, donc comme leur nom l'indique, des balles de chasse aux nuisibles, Varmint, donc les chiens de prairie, etc. ici. Et évidemment, les nuisibles ne portent pas de vêtements, donc c'est des balles qui ne sont pas vraiment faites pour. Or, les nuisibles auxquels le GIGN a affaire, eux, ils en portent. Et donc, voilà, je pensais que c'était important de venir refaire le test afin de tirer cette affaire au clair. Donc, on arrive sur place, j'installe tout et c'est parti. Il y a mon patelin en bas et le grand lac salé au fond. Et voilà un petit coin tranquille avec un beau backstop pour faire nos tests. Bon, je vais commencer par 4 couches de t-shirt pour simuler de l'habillement épais et ensuite une seule couche.
Bon, je suis content d'avoir refait les tests. Là, on voit que la balle commence à travailler un petit peu plus loin, au bout de 7-8 cm au lieu de 3 ou 4. Et ensuite, elle se comporte de manière assez similaire que dans le gel nu. Donc là, c'était 4 couches de vêtements. On est venu jusqu'à 45 cm, donc on est encore pile poil au standard FBI de pénétration. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a de surpénétration. Mais ça, le problème, quand je suis sorti du premier bloc, je ne sais pas où la balle s'était arrêtée. En fait, elle s'est arrêtée juste derrière. Celle-là, c'est celle qui a traversé une seule couche de t-shirt. On voit qu'elle a énormément fragmenté. C'est pour ça qu'elle a un petit peu moins pénétré. On va aller les récupérer. Donc encore une fois, on a une déformation quasi complète avec de la fragmentation. Là, on a énormément de fragmentation. Donc on a pénétré 5 à 10 cm de plus. Le coton retarde bel et bien l'expansion, mais ça fonctionne quand même parfaitement. Donc les résultats dans la mid-target, dans les côtelettes, trou d'entrée ici et là, donc à ce niveau-là on n'a pas encore d'expansion. Ça commence à s'expanser, à fragmenter ici. Là on a une côte qui est complètement pulvérisée, complètement en morceaux. Là on est passé sans toucher de côte. Ensuite on a traversé le gel balistique en laissant pas mal de fragments sur notre chemin. Donc là on a beaucoup fragmenté en tapant l'os, beaucoup plus que dans le gel. Il y a du plomb de la chemise et on a des trous de sortie. On a les os encore une fois pulvérisés en sortie ici, les côtes pulvérisées en sortant. Et ici, encore une fois, on n'a pas touché de côte. Donc on a le projectile ici, c'est le premier tir, celui qui a traversé les os. Donc il a bien fragmenté, on a la balle ici, la chemise là, quasiment entière. Quelques fragments de plomb. On est venu s'arrêter dans la première couche de couverture, on n'a pas traversé les couvertures. Donc après avoir traversé la mid-target, il n'avait plus tout d'énergie. Donc on a une pénétration adéquate, mais pas de surpénétration. Bon, dans la mid-target, le contrat est rempli, la balle a dépensé toute son énergie dans la cible, tout en la traversant totalement et en s'arrêtant juste derrière. Un petit peu moins impressionnant en termes de dégâts qu'avec les Spear TNT, peut-être qu'on avait testé en 300 Blackheart, mais ça reste largement acceptable. Sur ce, on va passer à la tête de cochon. Bon, la tête de cochon, c'est juste histoire de faire un test un petit peu différent d'habitude, on va voir si ça confirme tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ça c'est les deux trous d'entrée, je lui ai mis 2 coups. Et au niveau du trou de sortie, on a une cavité qui fait environ 10 cm de haut sur 5 de large, donc on peut dire que le boulot est fait. Bon, on est de retour dans le futur, maintenant je vais pouvoir faire ma conclusion. Je crois que le GI est pas loin d'avoir trouvé la munition parfaite en 7,62-39 ou 300 Blackheart à canon court. On a une pénétration parfaite dans tous les tests qu'on a fait, que ce soit à travers des plaques de métal, à travers des vêtements. On a une expansion violente, on a de la fragmentation, on a une limitation des dommages collatéraux. C'est une munition précise, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Tous les tests ont été passés haut la main, que ce soit la mid-target, que ce soit la tête de cochon, etc. Vraiment efficace, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.